que nous allons vous proposer maintenant. Il s'appelle Hans Munz. Lui, c'était un médecin Waffen-SS dans le camp d'Auschwitz qui, en tout cas c'est ce qu'il déclare, aurait refusé de procéder aux sélections. Hans Mühr était un médecin SS qui a refusé de sélectionner les prisonniers qui n'étaient pas aptes au travail et qui devaient être envoyés dans les chambres à gaz. Il s'est rendu à Berlin pour demander une mutation, mais sa demande a été refusée car il était tenu au secret d'État. Quand la Russie a libéré Auschwitz, il a été fait prisonnier par l'armée rouge et remis aux autorités polonaises. En janvier 1947, sur les 40 accusés dont il faisait partie, il a été le seul à être remis en liberté par le tribunal de Cracovie, qui l'a acquitté et l'avait de tout soupçon. Im Jahr 1943 stellte sich schon heraus, dass der Himmler En 1943, on voyait déjà clairement que Himmler avait besoin de main-d'œuvre pour mener cette guerre. On ne pouvait pas se permettre de détruire cet immense potentiel que représentaient les millions de Juifs. On ne pouvait plus se contenter de les isoler comme cela avait été fait avant dans les autres camps d'extermination, dans des territoires protégés. On ne pouvait simplement plus se permettre cela. Et tous ceux qui étaient aptes à exercer un travail physique étaient sélectionnés dès leur arrivée au camp. Ils étaient séparés de ceux qui seraient envoyés dans les chambres à gaz. Et cette sélection se faisait suivant des ordres qui étaient donnés par des spécialistes et des médecins. Comment étaient-ils sélectionnés et pourquoi? Il y avait d'un côté ceux qui étaient aptes au travail et ceux qui ne l'étaient pas. Parmi ceux qui étaient inaptes au travail, il y avait les enfants. Les femmes et les enfants? Les femmes et les enfants. Parfois, il y en avait qui étaient aptes au travail, notamment certaines femmes qui étaient encore jeunes et fortes. Mais elles avaient des enfants qui ne pouvaient pas travailler et qui réclamaient leur mère quand on les séparait. Et cela interrompait le processus de sélection. Alors on remettait la mère avec ses enfants, avec les gens qui avaient été sélectionnés. Sélectionnés pour être gazés? Avec ceux qui allaient être gazés. Comment se déroulait le processus? De grandes pièces avaient été préparées pour ressembler de l'extérieur à de grands bains-douches. On faisait rentrer les gens à l'intérieur, parfois il fallait même les pousser pour qu'ils rentrent, et on fermait les portes derrière eux. Et ensuite, on introduisait par le biais de ces pseudo-douches du cyanure d'hydrogène, un gaz inodore et incolore. Est-ce que vous avez vu comment les gens périssaient dans ces chambres de la mort? Au début, il n'y avait rien à voir. C'était de grandes portes, un peu comme des portes de grange, et il y avait juste un Judas pour voir à l'intérieur. C'était ce qui permettait aux gens en charge de la procédure de pouvoir superviser et vérifier si le gaz faisait effet. Je n'ai jamais regardé ce qu'il se passait pendant le moment où les gens mouraient. Je n'étais pas dans cet état d'esprit. Je n'étais pas assez fort pour regarder à l'intérieur. C'était seulement quand le commando arrivait, ouvrait les portes de l'autre côté et que l'extracteur de fumée était en marche que je regardais par le Judas. Et tout ce que je voyais, c'était un enchevêtrement de corps recroquevillés sur le sol. Ensuite, il y avait un commandement spécial qui arrivait avec des barres et des instruments
pour faire sortir les cadavres par les portes arrière et les charger dans un camion qui allait les acheminer jusqu'au crématorium. Donc les portes de l'autre côté étaient ouvertes et le gaz s'échappait à l'extérieur? Oui, mais d'abord il y avait des extracteurs de fumée qui fonctionnaient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était des ventilateurs. D'abord, le gaz était dissipé par des ventilateurs. Puis, on ouvrait les portes. Et ensuite, les corps étaient retirés à l'aide de barres. Donc les gens qui travaillent ici ne respiraient pas ce gaz? Non. Mais la plupart d'entre eux portaient quand même un morceau de tissu humide pour se couvrir le nez pendant qu'ils sortaient les cadavres. Combien de temps durait le processus? Autant que je m'en souvienne, c'était relativement long parce qu'on ne pouvait pas faire d'estimation générale. Mais la plupart du temps, on considérait qu'après 10 minutes, on pouvait être sûr que tout était terminé. Mais on attendait quand même après, parce qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'on avait toujours suffisamment de temps devant nous avant que le chargement suivant arrive. En fait, il y avait plusieurs crématoriums. Vous voulez dire plusieurs chambres à gaz? Oui, il y avait plusieurs chambres à gaz qui fonctionnaient en même temps. Donc nous n'avions pas pour consigne de gazer les gens coup sur coup. Donc il y avait plusieurs sessions de gazage tous les jours. En 1944, quand les grands convois sont arrivés de Hongrie et de Hollande, il y avait des sessions de gazage tous les jours. En temps normal, toutes les opérations étaient repoussées au soir et les gens étaient gazés uniquement pendant la nuit. Je n'étais pas le médecin du camp, mais je travaillais en tant qu'assistant médical. Et donc, à la base, je n'avais rien à voir avec ces opérations de gazage. Mais à l'été 1944, quand les opérations de grande ampleur ont commencé, il n'y avait plus assez de main-d'œuvre. Il n'y avait plus assez de médecins? Il n'y avait pas assez de médecins. Ensuite, ils ont compté sur tout le monde pour le grand camp d'Auschwitz. Les médecins n'étaient pas directement impliqués dans les processus de sélection, mais ils ont été enrôlés pour apporter leur aide et ensuite, ils ont été assignés à cette fonction. Et comment ça s'est passé pour vous? J'ai refusé de le faire. Docteur Muir, pourquoi avez-vous refusé de faire les sélections? Parce que je ne pouvais pas m'identifier à la tâche qu'on m'avait attribuée. J'étais assistant médical dans le camp, en charge des conditions d'hygiène sur place. Et c'était une mission qui était conforme à mes compétences. Mais je ne pouvais pas me résoudre à participer aux tueries dans les chambres à gaz. Alors, j'ai refusé. Est-ce que vous parliez des gazages avec vos collègues? Oui, bien sûr. J'étais en contact permanent avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je travaillais toujours en tant qu'assistant médical et il arrivait parfois que nous parlions des gazages. Mais bizarrement, nous parlions surtout des pénuries et des problèmes que nous avions parce qu'un certain nombre de rapports devaient être improvisés. Parce qu'à la base, Auschwitz n'était pas un camp de la mort et concernant le fait que les Juifs devaient être gazés, et concernant le fait que les Juifs devaient être gazés, il n'y avait pas de doute sur ceux qui ont activement collaboré. Et concernant leur conscience humanitaire et médicale, ils n'étaient pas responsables parce qu'ils avaient déjà tous justifié leur comportement il y a longtemps. La question ne se posait plus. Ils avaient déjà donné leur accord pour le faire. Et tant que les choses déroulaient, ils en feraient partie. Tout le monde essayait, à sa manière, de se justifier. C'était le point de vue officiel de tous les gens qui étaient convaincus que l'extermination des Juifs était juste. Et les gazés étaient la meilleure méthode qui existait à l'époque. C'était leur avis, il n'y avait rien à redire.
dire, et ce n'était pas sujet à discussion. Voilà, ce témoignage était donc celui d'un médecin Waffen-SS dans le camp d'Auschwitz. Vous avez vu que l'image avait du grain. En effet, elle a été enregistrée au début des années 80 et a dormi pendant 30 ans dans des archives, notamment dans celle de Yad Vashem. Et c'est la première fois ce soir que nous les diffusions sur une chaîne francophone. Dorothea Bonnekamp, c'est d'abord vers vous que j'aimerais me tourner pour essayer de comprendre ce témoignage. Parce que les criminels nazis ont très rarement, voire quasiment jamais, admis leurs crimes. Est-ce qu'il faut croire ce médecin lorsqu'il explique par exemple qu'il était plus humain que d'autres parce que lui, dans sa grandeur d'âme, il a refusé de faire les sélections? Alors, si vous avez bien suivi le témoignage, vous l'avez fait, ce médecin, pourquoi il refuse? C'est parce que cela ne relève pas de sa compétence. C'est une question technique et absolument pas morale. D'ailleurs, le mot même moral, déontologie est totalement absent et c'est terrible. Et à la fin, c'est quasiment la conclusion, le gazage, c'est bien sûr la meilleure méthode. On n'interroge même pas le principe même du génocide ou de la Shoah. Donc on est une espèce je dirais, de démarche ou logique, philosophique, quasiment stéréotypée allemande, stéréotypée de l'Allemagne, c'est l'efficacité, la technicité, etc. Et ça paraît, même au début des années 80, absolument effroyable. Et c'est ce type d'argumentaire qui a été avancé lors des grands procès des criminels de guerre. Et ce type d'argumentaire a aussi, bien sûr, a été avancé lors des grands procès, les premiers procès menés contre les personnels des camps de concentration et d'extermination, comme bien sûr le procès de Treblinka qui s'est tenu à Düsseldorf, ou encore à partir de 1963 le procès d'Auschwitz qui s'est tenu à Francfort, notamment l'instigation du procureur Fritz Bauer. Effectivement, c'est ce type d'argumentaire qui forme le leitmotiv de ces procès. Et donc, lui qui n'a pas été condamné parce qu'il avait refusé de faire les sélections, Michael Lara, ce témoignage montre en tout cas une chose intéressante, c'est l'ambivalence de ces hommes qui tour à tour sont des bourreaux. À d'autres moments, ils racontent qu'ils ont essayé de sauver une personne ici, une personne là. Eux-mêmes ne savent même pas pourquoi, finalement. Non, je ne crois pas qu'ils soient ambivalents. Je crois qu'ils le sont, comme on peut tous l'être un petit peu, sur des choses. Mais ils sont globalement assez convaincus de ce qu'ils devaient faire. Dans son expression corporelle, dans sa voix, il n'y a rien qui trahit un sentiment, une émotion. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il a vu, tous ces enfants gazés, des cris, des larmes, il n'y a rien. Il en parle comme s'il racontait une histoire, quelle qu'elle soit. Et donc, il n'y a rien qui traduit une quelconque empathie, un quelconque souvenir traumatique pour lui. Alors, ça montre déjà qu'il est loin d'avoir été très ambivalent. Après, mais lui, il se présente presque comme un héros. Oui, bah, c'est aussi la folie de l'homme, de pouvoir toujours trouver quelque chose qui l'arrange. C'est ce que je vous disais en préambule, le psychisme, il est là pour m'éviter les pensées douloureuses. Donc il ne veut pas se voir aujourd'hui comme un bourreau, et aujourd'hui que le monde a changé, il veut plutôt se voir même comme quelqu'un qui était un peu supérieur en termes de morale. Peut-être qu'il est bien plus pervers que ça et qu'il rit de ce qu'il raconte. Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, on voit bien dans sa façon de raconter qu'il n'y a aucune empathie. Et puis quand il dit que lui, il était au service d'hygiène, on imagine bien sûr que l'hygiène des camps de concentration. Donc évidemment que tout ça, c'est un narratif nazi qui a changé un tout petit peu au fur et à mesure des années, mais globalement qui était un narratif très cynique pour échapper à la justice. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que la plupart des gens qui ont été nazis, qui ont été actifs dans la tuerie, dans le génocide, ne sont pas des malades mentaux. Et c'est très important de le dire, parce qu'il faut comprendre que la mémoire, c'est quelque chose qui doit se conjuguer au présent. Quand j'étais jeune, je pensais qu'on parlait de la Shoah pour prévenir les autres, les non-juifs, et leur dire « Attention, vous savez, il s'est déjà passé quelque chose, il ne faudrait pas que ça recommence. » Le fameux Never Again. Et avec l'âge et la psychanalyse, et 20 ans de psy derrière moi, je comprends que c'est à nos enfants à nous, que s'adresse la mémoire, pour leur dire « Des gens tout à fait normaux ne vous défendront pas, et pire, pourront faire les pires atrocités en quelques années de préparation mentale. » En quelques années,
ils pourront mettre en place tout ce qu'il faut pour faire les pires tueries. Et ce qu'on doit aussi retenir de ça, c'est que il faut être capable de se défendre. Pour qu'un psychiatre parle de ça, ça montre aussi, à un moment donné, comme je suis accablé devant la réalité de l'être humain. Quand un être humain a décidé d'être destructeur, pervers, paranoïaque ou psychopathe, la vérité n'est plus en jeu. Vous pouvez lui expliquer ce que vous voulez, il ne guérira pas, il ne veut pas. Donc il faut à un moment être capable de combattre. Et c'est très important que nos enfants comprennent qu'ils doivent être forts et capables de se défendre.